remercie du fond du cœur à chacun de vous d'être présent ici. Et j'aimerais dire ce petit mot avant de commencer, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs et tout protocole observé. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous pour célébrer à notre façon le mois consacré aux droits de la femme. Je vous remercie de tout cœur et vous prie de nous excuser pour toutes ces imperfections que vous avez constatées ou que vous pourrez constater dans l'organisation matérielle de cette activité. L'organisation qui vous a convié aujourd'hui à cette journée est dénommée Leadership de la femme des médias. LFM en sigle. Elle est une jeune structure qui a vu le jour il y a maintenant 1 année et demie et qui se bat pour la dignité et la promotion de la femme en général et celle de médias en particulier. Comme vous le savez, dans notre contexte en République démocratique du Congo, la femme des médias vit dans un contexte complètement pollué par toutes sortes de préjugés. Elle est accusée de tous les maux, défend toutes les causes, mais se trouve abandonnée à son triste sort avec une triste réputation inventée de toutes pièces parfois. La femme journaliste ou celle qui travaille dans les médias en RDC est confrontée à plusieurs défis qu'elle ne saurait relever seule. Voilà pourquoi en ce mois de mars, mois dédié à la femme, LFM a pensé à vous. En ce mois, à vous qui avez une grande expérience dans divers domaines de la vie pour venir parler à cette jeunesse et lui communiquer la force nécessaire de s'engager dans le combat du leadership féminin. Vous êtes nos héroïnes, chacune dans son secteur d'activité. Votre parcours nous inspire beaucoup et pensons qu'à l'occasion de ce genre d'échange, nous, jeunesses montantes, pouvons corriger nos faiblesses et faire mieux dans cette République qui a besoin de l'apport de tous. Ce jour est vôtre, il est également nôtre. Nous sommes à votre écoute, à votre école. À travers divers sous-thèmes que vous allez entendre et découvrir ici, nous sommes prêts à emmagasiner tout ce que nous allons écouter pour que nous puissions représenter demain les jeunes leaders féminins avec fierté. Mesdames et messieurs, une fois de plus, en vos titres et qualités, bienvenue. Je serai la modératrice de ces instants, de ces assises. Alors nous allons commencer avec la première intervenante qui s'appelle Madame Josette Mboula Matadi, qui n'est pas à Kinshasa, qui est à Paris et qui a tenu quand même à nous envoyer son intervention par vidéo afin que nous puissions l'écouter. Malheureusement, nous n'allons pas avoir une interaction avec elle par rapport aux questions, mais j'aimerais quand même que nous puissions l'écouter autour du thème « Défis et enjeux du leadership féminin dans les médias ». Voilà, bonne fête des femmes à toutes les femmes qui sont dans la salle. Moi, je suis à Paris, malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous en présentiel. Là, je suis à Paris où je suis venue participer à des conférences. En tout cas, la première étape des Paris a déjà eu lieu et il reste la deuxième étape. Ça sera donc le 30 mars. Voilà, il m'a été demandé de parler des enjeux et des défis du leadership féminin dans les médias. Bon, comme vous le savez, les médias, d'abord, c'est une filière qui attire beaucoup de femmes. Et nous, quand nous avions embrassé ce secteur, nous avons d'abord voulu passer par les études. Nous avons fait l'ISTI et l'IFASIC. Mais aujourd'hui, c'est un domaine qui attire tout le monde parce qu'on croit que c'est facile. Et c'est un monde aussi qui fait beaucoup de dégâts parce que quand on ne maîtrise pas l'éthique et la déontologie en ce qui concerne les médias, alors on fait des dégâts. Parce que d'abord, nous devons savoir que nous avons comme mission de pouvoir informer, former et divertir.
Et pour informer, vous devrez vous-même être informé. Pour former, vous devrez vous-même être formé. Et là, pour ce qui est des divertissements, moi, je prône le divertissement sain. Et depuis 2023, ça fait au moins aujourd'hui une année que nous sommes à la tête de la RTNC de développement. Et le leadership féminin doit rimer avec le développement. Le développement, pourquoi? Parce que la femme doit d'abord se connaître lui-même. Nous savons que être leader, c'était un concept réservé par les hommes dans le temps, parce que la femme, sa place était dans la cuisine. Et c'était difficile pour cette femme-là de pouvoir se découvrir. Et quand on parlait de leader, on voyait toujours l'homme. Et aujourd'hui, de plus en plus, le leadership féminin se développe par le fait que la femme prend conscience qu'elle a une partition à jouer, elle a un rôle à jouer au sein de la société pour qu'il y ait équilibre de l'humanité, parce que l'homme et la femme doivent marcher la main dans la main. Et j'ai toujours donné cet exemple de la République démocratique du Congo, où les statuts de la femme ne posent pas trop de problèmes en tant qu'africaine, d'abord parce que nous savons que la femme africaine, c'est elle la gardienne des valeurs africaines. Si aujourd'hui nous avons des valeurs qui sont enviées par les autres, c'est grâce à la femme. Et la femme qui est la première éducatrice, qui est à la fois la gardienne des valeurs, c'est elle qui transmet. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas beaucoup de problèmes en ce qui concerne les valeurs des morales. C'est pourquoi, aujourd'hui, par rapport à ce thème, aux enjeux qui attendent les femmes, le leadership dans le monde des médias, d'abord, c'est les enjeux sur le plan technologique, parce que le monde avance avec une vitesse de croisière sur le plan technologique. Il faut que la femme puisse suivre, il faut que la femme des médias puisse être au pas, parce que nous l'avons vu, nous le voyons avec nos homologues hommes, nos confrères, comment ils manipulent, en tout cas sans problème, l'outil informatique, l'ordinateur, les téléphones, les applications. Mais nous, les femmes, nous sommes à la traîne. N'oublions pas que nous sommes là pour informer et pour être toujours à la page. Alors, la femme des médias doit faire cet effort-là de pouvoir s'adapter à ces avancées technologiques pour être au pas, pour que son information ou ce qu'elle donne comme information ne soit pas périmée. C'est un enjeu, en tout cas de taille, sur le plan technologique. Nous devons suivre le rythme de la science. Alors, il y a, par rapport aux défis, les défis sont énormes, je l'ai dit ici. Heureusement que nous avons un président de la République qui est aujourd'hui un sacré champion de la masculinité positive. Il reconnaît au moins l'apport et l'utilité et le rôle que doit jouer la femme congolaise au sein des institutions. C'est pourquoi, depuis qu'il est là, en tout cas, nous devons le reconnaître. Ce n'est pas encore ça, parce que nous attendons même voir le 50%, ce n'est pas encore ça, mais les efforts sont fournis, sont consentis pour qu'on retrouve aujourd'hui des femmes dans des postes de responsabilité. Et ces femmes qui assurent et qui assument ces responsabilités sont des femmes qui changent vraiment la donne au niveau, à tous les niveaux en tout cas, dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi le secteur des médias n'est pas épargné. Nous voyons de plus en plus des femmes qui sont à la tête des médias. Au niveau de la presse écrite, jadis un domaine réservé vraiment pour les hommes. À l'époque, on ne retrouvait pas beaucoup de femmes dans la presse écrite, mais aujourd'hui, de plus en plus, les femmes se donnent dans la presse écrite. Nous allons donc de ce pas prendre la deuxième intervenante qui va revenir encore sur les médias. Alors, avec tout le respect, Madame Chantal, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, Grâce. L'organisation m'a proposé de parler de l'implication des médias dans la promotion de la femme. En tant que membre de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et je voudrais vous dire que, en fait, c'est une charge, c'est une obligation que le gouvernement fait aux entreprises audiovisuelles
de pouvoir assurer cette promotion de la femme. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a édicté ce qu'on appelle un cahier des charges. Et le cahier des charges, en fait, c'est un certain nombre d'obligations faites aux médias dans la production de leur contenu. Nous, en tant que Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les législateurs de notre pays nous a donné, je dirais, la compétence de pouvoir assurer le contrôle de la qualité des contenus diffusés par les médias. Et le cahier des charges édicté par le gouvernement fait donc, comme je le disais, un certain nombre d'obligations aux médias dans les contenus produits. Et en ce qui concerne la promotion de la femme, le cahier des charges édicté par le gouvernement que tout opérateur est obligé de signer avec l'État congolais oblige les médias à assurer dans la production de leurs programmes, de leurs contenus, 30% de leurs émissions à la jeunesse. Je préfère lire la disposition pour ne pas raconter des bêtises. Alors, peut-être pour que vous compreniez cela, hein, il n'y a pas seulement les programmes destinés aux femmes. Dans la répartition des temps d'antenne, on demande aux médias audiovisuels d'assurer le temps d'antenne, 35% de leur temps d'antenne aux magazines et informations et 30% aux émissions d'éducation, de santé, environnement, jeunesse et promotion de la femme. Pour la culture, sport et détente, 20%, économie et développement, 10% et publicité, 5%. Mais nous, en tant que Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, quand nous demandons aux médias qui ont l'obligation de déposer au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication 2 fois par an leur grille des programmes, nous constatons malheureusement, en analysant pour ceux qui déposent cette grille de programme, nous constatons malheureusement que d'abord elle est mal élaborée, qu'elle ne respecte pas le cahier des charges que les opérateurs ont signé avec l'État congolais, avec le gouvernement. Et le constat, malheureusement, c'est de voir qu'on a beaucoup plus d'émissions à caractère politique que des émissions liées à l'éducation, à la santé, à l'environnement et à la jeunesse. Nous avons mené quelques études avec quelques partenaires en ce qui concerne la jeunesse pour constater que les médias ne produisent même pas 10% de leurs programmes, émissions destinées aux jeunesses. Et en ce qui concerne la promotion de la femme, ça c'est vraiment compliqué. Il y a très peu de médias qui ont des émissions liées à la promotion de la femme. Elle est dans la police. La police est différente de l'armée. Elle est dans la police et elle va nous parler justement. Vous savez, des fois on ne parle pas beaucoup, on n'explique pas beaucoup qu'est-ce qui se passe dans la police avec les femmes. Elle nous parlera du leadership des femmes dans la police. J'aimerais qu'on puisse recevoir avec beaucoup d'honneur Madame le colonel Nicole Toumba, s'il vous plaît. Je suis très heureuse et très honorée cet après-midi. D'abord, je vais commencer par me présenter et je veux donner une information, peut-être que Madame Grace n'a pas. Je vous informe que je suis le commissaire supérieur principal, Nicole Toumba Chimanga. Je suis de l'unité de protection de hautes personnalités et des institutions. Je suis le commandant, je suis parmi les rares femmes qui sont au commandement de la police. Donc, je dirige le groupe ou les bataillons escorte de l'unité de protection de haute personnalité. La police, c'est un endroit où les journalistes n'aiment pas trop aller, parce que là, il n'y a pas d'argent là-bas. On ne donne pas, coupage vraiment à Malongate.
Mais moi, ces jours-là, j'ai proposé ces sujets-là à notre rédaction. Je me rappelle à l'époque, c'était le directeur Eric Nkoulou qui était le directeur de l'info à Antena. J'ai proposé le sujet là parce qu'on parlait, en fait, la police est en train de recruter, mais ils mettaient plus l'accent sur la femme. Bon, j'ai proposé, ils ont accepté le sujet et puis bon, j'ai pris le caméraman, nous sommes partis à la recherche de l'info à la police. Et bien quand je suis arrivée, j'ai fini mon interview, je devais rentrer à la rédaction. Mais à cette époque-là, on recrutait au fait la femme, on recrutait les inspecteurs de police. Au fait, c'est une structure qui devait contrôler les actions de la police. En sorte, parce que comme on accusait la police de beaucoup d'abus, alors il fallait créer une structure qui pouvait contrôler, en fait, qui devait être au contrôle, veiller à l'application stricte de lois et règlements par le personnel de la police. En fait, c'était quelque chose de... Moi, je suis partie, j'ai fait mon reportage, et puis j'ai fini, je suis arrivée à la rédaction, on a traité, on a diffusé. Mais après, on m'appellera, on me dit, mais madame, on est en train de recruter à la police, ça ne vous intéresse pas? J'ai dit, moi, à la police? Je ne vois pas ce que je vais aller faire à la police. Bon, tellement il y avait de l'insistance, j'ai quand même déposé mon CV. Alors quand j'amène mon CV, on me dit, mais oui, vous avez un bon profil pour faire un bon inspecteur. En fait, moi, j'aime bien être appelé au masculin, pas au féminin, être un bon inspecteur de police. Et puis bon, nous avons passé... nous sommes allés faire un concours. C'était à l'époque avec la police de l'Union européenne, la MONUSCO. Nous avons fait le concours. On m'appellera pour me dire, madame, félicitations. Parce qu'à l'époque, l'inspecteur général me dira, madame, même si vous n'avez pas réussi, mais j'allais vous repêcher. Mais là, vous m'avez vraiment surpris agréablement. Le texte était sur 20, mais vous avez fait 14. Donc, attendez-vous à une formation. Mesdames et messieurs, je vous dis, c'était pas facile cette formation-là. C'était avec la police belge, la police, en fait, tout ce qui est comme la police de l'Union européenne. Et Dieu avait fait grâce, j'étais parmi les personnes qui ont été retenues, parce que j'avais fait de bons points. Et c'était, en fait, les gens étaient étonnés de comment je pouvais m'adapter à un milieu comme ça. En fait, vous savez, quand vous avez les leaderships en vous, on peut être formé pour être un leader, mais on peut aussi s'adapter dans un milieu pour être un leader demain. Alors, j'ai été recrutée, formée pour entrer dans la police. Bon, c'était pas facile. Moi-même, je me disais que je n'allais pas arriver. Mais bon, moi, je savais pas qu'il y avait des atouts cachés en moi qui ont fait en sorte que aujourd'hui, j'ai gravé des échelons. Je suis aujourd'hui commissaire supérieur principal à la police nationale congolaise. J'ai introduit ceci parce que je vois là, il y a deux jeunes dames. Il y a deux jeunes dames, il y a deux jeunes filles, s'il faut les appeler ainsi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer peut-être la qualité du service qu'on nous rend par la police. N'est-ce pas que nous nous plaignons deux fois? Je vais donner un exemple. Vous voyez, quand aujourd'hui il y a un enfant qui prospère à la maison, qui excelle dans les études, et si on peut demander, on dit non, on recrute à la police, on demande aux parents, envoyez-nous cet enfant-là. Il est difficile de voir les parents nous envoyer à la police ces genres d'enfants, à la police. Qu'est-ce que les parents préfèrent nous envoyer à la police? Les parents préfèrent nous envoyer un enfant qui, si vous déposez un stylo ici, vous demandez, mais j'avais déposé mon stylo ici, où est le stylo? Ah, je ne sais pas, qui a pris? Je ne sais pas. Et c'est ça, en fait, deux fois qu'on nous envoie à la police. Alors moi, je voudrais bien, parce qu'il y a de jeunes femmes, il y a de jeunes filles ici, je voudrais bien vous demander, venez me rejoindre à la police. Rejoignez-moi à la police. Est-ce que je ne m'exprime pas bien?
Est-ce que je ne représente pas valablement les femmes? Alors imaginez si nous avons cette qualité des femmes qui composent peut-être les 40% ou les 30% de la police. Je pense que nous vous rendrons un très très bon service. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'au quotidien, nous recevons des plaintes. Moi, je viens de l'inspection générale de la police parce que j'ai quitté de l'inspection générale qui est un organe de contrôle de la police. Je suis aujourd'hui au commandement de la police. C'est-à-dire que je commande la police aujourd'hui. Je suis une femme, je gère à peu près 1821 policiers. Et nous avons la responsabilité de gérer les autorités. Toutes les autorités de la République démocratique du Congo est gérée par l'UPI. Mais Madame Chantal qui est assise là, je sais que le CESAC est gardé par l'unité de protection des hautes personnalités. Et vous imaginez, je suis la seule femme qui est au commandement. Nous avons 7 groupes, en fait 7 bataillons, mais je suis la seule. Et vous imaginez si nous avons les qualités, en fait, nous avons cette qualité de femmes qui sont peut-être à 4, 3, et j'espère que les choses changeront. Nous, dans notre service, dans notre domaine de métier, qui est un domaine exclusivement réservé à l'homme, nous nous efforçons de faire ce qui est mieux, au fait, pour faire entendre la voix de la femme, et pour parler aussi que la femme qui est actuellement dans la police puisse aussi retrouver sa place. Parce que si aujourd'hui nous avons des femmes, si je peux compter les femmes commissaires divisionnaires, c'est-à-dire le général, nous avons 5 femmes seulement, sur autant de généraux hommes. Et vous vous imaginez pour faire entendre votre voix, sur autant, je ne sais pas, ils sont plus de 100, les hommes. Mais nous les femmes, jusque-là, il n'y a que 5 femmes. Et parmi les commissaires provinciaux, il y a seulement une seule femme qui est commissaire provinciale. On va prendre l'avant-dernière intervention. Elle est directeur générale adjointe de l'Office congolais de contrôle. Elle est également présidente de l'ASBL La Ressource pour le bien-être. Donc, elle milite aussi pour la promotion de la jeune fille. L'ASBL milite, l'ASBL La Ressource pour le bien-être milite pour la valorisation de l'image de la fille mère et à travers la formation des petits métiers générateurs de revenus. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on puisse ovationner Madame Christelle Mouabilou, s'il vous plaît. Premièrement, je prends la parole pour remercier Grâce ainsi que toute l'équipe qui a organisé cette conférence. C'est toujours un honneur pour moi et un plaisir de me tenir face à des jeunes et à une assemblée pour partager non seulement mon expérience, mais m'exprimer et montrer aussi à la face des Congolais, des Africains et du monde entier que les femmes compétentes existent. Ce n'est pas une question d'âge ni du genre, mais c'est une question de compétence. Les femmes intelligentes existent. Il m'a été demandé de parler le sous-thème est le parcours de carrière des femmes. Pourquoi est-il si compliqué et comment faciliter? Une question assez difficile parce que généralement, dans la plupart des cas, je n'aime pas discuter sur ce genre de sujet parce que l'émotion a tendance à prendre la place et parfois on va s'exprimer par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre plutôt que de s'exprimer par rapport à des cas, par rapport à la généralité. Mais on va essayer. Nous savons qu'en Afrique et en RDC, généralement la femme a toujours été perçue comme un être faible ou encore un être limité. Un être limité donc à certaines catégories de choses, c'est-à-dire dans la plupart des cas, on estime que la femme se limiterait à la maison, en train de faire le ménage, s'occuper de son foyer, de la maison. On ne la voyait pas vraiment assumer des postes de responsabilité ou prendre le devant. Mais avec
l'évolution, non seulement de la manière dont les choses se passent actuellement avec le monde, avec l'implication aussi sur tous les plans, commençons par l'éducation, avec tout ce qui a été mis en œuvre pour exposer aujourd'hui la jeune fille à pouvoir se former, s'informer pour qu'elle devienne une femme responsable et qu'elle assume des postes de responsabilité. On constate qu'il y a quand même évolution et des changements à un certain niveau, même si ce n'est pas encore tout. Mais on se rend compte que de plus en plus, les générations, plus les choses avancent, plus les générations aussi conçoivent les choses d'une manière différente. On pouvait constater par exemple qu'à l'époque, la génération de nos parents, pour la plupart, n'était pas vraiment exposée à l'éducation ou aller à l'école. Elles ont vécu de telle sorte que ce sont leurs époux qui prenaient soin d'elles, elles restaient à la maison s'occuper de nous. C'est une chose que je ne condamne pas. Mais on avait aussi des catégories des mères, par exemple, qui ont fait des grandes études, qui sont allées à l'école, mais qui se sont retrouvées aujourd'hui dans un cadre où elles n'ont pas pu exercer de manière professionnelle. Ce qui a fait que, avec le temps, plus les choses avançaient, on avait cette conception-là aussi à l'époque. Donc, on n'exposait pas les jeunes filles à l'éducation, à l'instruction. On préférait se focaliser sur les garçons parce qu'on estimait que ce sont les garçons qui peuvent aller à l'école, apprendre et devenir des hommes qui peuvent aujourd'hui apporter un plus ou assumer des postes de responsabilité. Mais avec l'évolution des choses, on se rend compte que même au niveau de la RDC, plusieurs stratégies ont été mises en place pour que la jeune fille ait droit à l'éducation, notamment la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, par exemple. Les parents ne peuvent plus dire que je ne sais pas mettre ma fille à l'école parce que je n'ai pas les moyens. Les filles comme les garçons peuvent aller à l'école. Donc, elles ont droit à l'éducation, à l'instruction, et cela leur permet de devenir aujourd'hui des êtres qui peuvent être dotés des capacités pour pouvoir assumer plusieurs rôles dans la vie. Parce qu'il n'y a pas que des hautes fonctions, il y a aussi plusieurs secteurs dans lesquels on peut évoluer pour contribuer à l'avancement non seulement d'un pays, mais de notre environnement. Alors, revenons maintenant à notre sujet. Comme je l'ai dit, il m'est difficile d'aborder ce sujet parce que j'aurais tendance peut-être à parler de manière personnelle. Pourquoi il est compliqué pour la femme le parcours de carrière des femmes, pourquoi est-il compliqué? Commençons par là. Il est compliqué pour moi parce que, comme je l'ai dit au départ, les hommes ont du mal à faire confiance aux femmes et à collaborer avec les femmes. Aujourd'hui, on a l'impression que le principe d'égalité ne s'applique pas vraiment. L'homme a toujours tendance à dominer sur la femme. Il oublie que dans le monde séculier ou professionnel, c'est un monde où l'égalité doit s'appliquer. Parce que autant un homme peut avoir des compétences pour assumer peu importe quelle fonction, autant la femme peut avoir des compétences. Je vais essayer de me focaliser un peu sur le travail que je fais. Nous sommes à l'OCC, nous sommes évaluateurs de conformité. Et l'OCC fait partie des rares établissements publics ou entreprises publiques dans lesquels vous retrouvez un peu toutes les couches des femmes. C'est-à-dire, chez nous, vous avez des analystes de laboratoire, vous avez des femmes techniciennes, vous avez des métrologues, vous avez des juristes, vous avez des femmes qui vous exploitent le bois, vous avez des femmes qui sont à l'administration, vous avez des femmes médecins, vous avez des femmes infirmières, vous avez des femmes, en tout cas, dans pratiquement toutes catégories. Ça prouve à suffisance que autant l'homme peut être médecin ou technicien, autant la femme aussi est en mesure de faire des études qui sont aussi compliquées comme on le pense. Donc, elle est en mesure aussi de se doter de certaines capacités et compétences pour pouvoir jouer un rôle aujourd'hui dans la vie. Il est aussi difficile, pourquoi? Parce que dans la collaboration, on remarque aujourd'hui que lorsqu'il y a dans la collaboration, par exemple, un homme et une femme qui se mettent ensemble au niveau d'un secteur donné ou d'un département particulier, on va noter que l'homme aura toujours tendance à dominer sur la femme. Il ne la considérera pas comme une collaboratrice, mais il aura tendance à croire qu'il est dans sa maison avec sa femme. Au lieu de collaborer, il lui donnera beaucoup plus d'ordres,
plutôt que de travailler en collaboration. Et c'est ce qui freine aujourd'hui les femmes, c'est ce qui empêche aujourd'hui le genre féminin à aller de l'avant. Pourtant, il est prouvé que la femme est en mesure d'accomplir plusieurs tâches en même temps, alors que l'homme n'est pas en mesure de le faire. D'ailleurs, il y a des études qui prouvent que la douleur d'enfantement, par exemple, ressemble à 50 unités ou quelque chose comme ça, alors que l'être humain, dans sa capacité normale, ne peut arriver qu'à 47 unités en termes de douleur. Je ne suis pas médecin, mais ce sont des informations qu'on capte comme ça de façon générale. Et la douleur d'enfantement ressemble à une douleur que, en principe, un être humain normal ne peut pas supporter. On note aussi que le blocage de la femme, c'est la femme elle-même. On va noter qu'en RDC, il est difficile de voir un groupe de femmes s'asseoir ensemble, évoluer, mettre des bases, continuer, se tenir la main pour atteindre un objectif. Lorsqu'il y a des femmes qui se réunissent, dans la plupart des cas, c'est toujours la jalousie, la zizanie. On ne se tient jamais la main, on ne se soutient pas. Vous allez constater que la plupart des structures qui se sont mises en place, lorsqu'il n'y a que des femmes, pas d'hommes, elles n'arrivent jamais jusqu'au bout. Elles finissent par faire mi-chemin et tout s'arrête là simplement parce que l'autre n'est pas d'accord avec un regard particulier, l'autre n'est pas d'accord avec la manière de parler. Et les femmes ont du mal en RDC à se mettre ensemble pour pouvoir évoluer et atteindre un objectif. Et elles constituent aussi elles-mêmes un blocage pour l'évolution de la femme, que ce soit dans le séculier, en milieu professionnel ou même dans l'accomplissement de nos objectifs. S'agissant des femmes, mes chères dames, nous avons aussi parfois un problème, et ça je le rencontre même là où je travaille aujourd'hui, sans vouloir minimiser qui que ce soit. Vous savez, le monde évolue, la technologie aussi. Apprenons à nous informer et à nous former. Vous savez, avec le monde actuel, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'université pour apprendre à saisir un texte sur ordinateur. Google a résolu beaucoup de problèmes. Il y a des moteurs de recherche. Aujourd'hui, mais comment est-ce que certaines femmes apprennent à cuisiner? Sur Google. Comment je peux faire mon pondou? Tu apprends à cuisiner et puis tu rajoutes ta touche. Chacune de nous a sa particularité. Aujourd'hui, tu as des femmes qui te réclament, Madame, Naligni poste, Naligni fonction. Mais quand tu lui demandes, tu sais c'est quoi Word? Elle te demande, hein? Tu ne sais même pas saisir un texte sur ordinateur. Comment veux-tu qu'on te nomme directeur? J'ai l'habitude de raconter mon histoire. Je me rappelle lorsqu'on m'a nommé, tous les réseaux sociaux ne parlaient que de mon âge. Oh, moi, Noé, en 1990, bah, nommé DGA. Mais les textes disent qu'à partir de 18 ans, tu peux occuper une fonction de directeur général. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de compétence. Je vais appeler la maman des Amazones. Une dame pleine d'expérience, pleine d'énergie, qui a parcouru la RDC et le monde et qui parle des femmes, ça fait plus de 20 ans. Donc elle parle des femmes, elle est directrice exécutive de Afia Mama. Je vous prie d'applaudir Madame Annie Maudit. Merci beaucoup et chère Grâce et toute l'équipe, je vous remercie. Madame la DG de la RTGA, je vous remercie, vraiment, merci beaucoup. Et chère dame, jeune dame, il m'a été demandé de parler, de partager sur les violences basées sur les genres. L'abréviation, on dit VBG, VBG, parfois les gens, ils connaissent même pas les VBG, c'est quoi? Le VBG, c'est l'acronyme pour dire les violences basées sur le genre. Alors, pour rapidement comprendre les violences basées sur le genre, il faut comprendre les genres, c'est quoi? La violence, nous tous, ou bien nous toutes et lesquels que tous, on a compris, on connaît la violence, c'est quoi? Mais par contre, les genres, ce n'est pas nécessairement homme-femme. C'est une construction sociale. Ce n'est pas notre sexualité qui définit nécessairement les genres, masculins ou féminins, du moins. En RDC, c'est tellement encore comme ça qu'on peut confondre les deux. Mais les genres, c'est la construction sociale qui a défini le rôle pour chaque composante de la communauté. Et il n'y a pas que les femmes
pour qui le système patriarcal a défini le rôle genré qu'elle devrait occuper. Les hommes aussi ont un rôle genré qui leur a été attribué. C'est à cause de cette construction sociale que vous allez constater avec moi qu'il y a des langages stéréotypés du genre pour les hommes. Je vais commencer avec les hommes. Moi, la mobile, elle est la ratée. On a déjà entendu ça, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose. C'est une violence psychologique extrême qu'on a imposée aux garçons et qui deviennent des hommes frustrés et très violents parce que le fait de ne pas exprimer ses émotions, on ne sait pas développer la résilience que les femmes ont. Parce que on retient tout en soi, les nerfs se fatiguent à un moment donné. Quel que soit un petit problème, ça peut faire péter les nerfs. Et vous allez voir, faites l'expérience autour de vous, il y aura toujours plus d'hommes qui ont connu l'AVC que de femmes. Je ne sais pas si une personne peut nous dire qu'il y a eu plus de femmes dans son entourage qui ont eu les problèmes d'AVC que les hommes. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le système a permis aux femmes d'extérioriser. En extériorisant leurs émotions, elles dégagent en même temps tout ce qui est négatif et puis elles se vident. Elle peut encore prendre beaucoup plus sur elle que les hommes. Ça, c'est pour compléter ce que mes consoeurs panélistes ont dit avant. La femme a plus de force de résilience que l'homme. Autre définition vraiment genrée qui est aussi discriminatoire qu'on a imposée aux hommes et que les hommes continuent à se l'imposer jusqu'à aujourd'hui, c'est sur le plan économique. C'est vrai que Mme Christelle a beaucoup parlé du plan technologique. Sur le plan économique, aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous gagnons tous l'argent. Vrai ou faux, les dames? Maintenant, si vous, votre force, votre puissance, votre supériorité résidait dans le fait que c'est vous qui payez les factures. Et vous allez voir ce genre de personnes, dès qu'il est avec une dame qui gagne aussi économiquement, il n'a pas d'argument. Ça vire très rapidement à la violence. Et parfois, ça va dire, non, mais c'est parce qu'elle gagne l'argent qu'elle veut porter les pantalons et je ne suis pas ton enfant. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont aussi victimes dans un système où mentalement, ils pensent que c'est leur problème. Ce n'est pas votre problème, monsieur. Je sais que nous sommes au mois de mars. Je vais juste commencer là pour vous mettre un peu, faire comprendre quand on dit violence basée sur le genre. Nous avons tellement féminisé les genres que même notre ministère, nous avons un ministère du genre, famille et enfants. Dans la famille, il y a les hommes et les femmes. Parmi les enfants, il y a les garçons et les filles. Mais généralement, notre ministère va plus parler de la femme, alors que ce n'est pas un ministère de la femme, famille et enfants, c'est les genres. J'ai voulu prendre un peu en charge les hommes pour qu'ils comprennent que nous militons, quand nous militons contre les violences basées sur le genre, ce n'est pas que pour la femme. Et je reviens sur la femme. Les problèmes maintenant, on met un accent sur la femme en exerçant ce que nous appelons dans les jargons des droits humains la discrimination positive. La discrimination, elle est mauvaise. Elle devient positive à quel moment? Au moment où, historiquement parlant, les filles d'hier, qui sont dames aujourd'hui, n'ont pas bénéficié des mêmes privilèges de préparation mentale, sociale, psychologique et même parfois académique. Cela a été mentionné. Encore aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'éducation, on est d'accord. Mais plus on va à l'intérieur du pays, moins on a des écoles. Plus on continue, les écoles deviennent plus éloignées de certains villages. Alors certains parents, pour protéger leurs filles à un certain âge, surtout commencent à avoir ses menstrues, ce qu'on va premièrement faire, c'est lui trouver un homme. C'est le mariage précoce qui est illégal. Mais pour ses parents au village, c'est une manière de protéger leur fille pour qu'elle ne tombe pas enceinte et qu'elle ne ramène pas la honte sur la famille.
pour qu'aujourd'hui les femmes bénéficient de tout ce que le cadre légal offre. Nous avons, la RDC est l'un des pays qui a un cadre légal très progressiste par rapport à la protection des droits de la femme. Il y a encore des manques, oui, mais pas beaucoup. Je vais faire un exercice petit. Madame Nora ne va pas lever les mains, toutes les activistes, non, n'est-ce pas? Qui ont déjà lu le code de la famille, l'actuel, qui a été révisé en 2000. En 2000 combien d'abord? Qui peut nous dire en quelle année le code de la famille était amendé, révisé? Pas les activistes, hein, les jeunes filles et les jeunes hommes. Par la main seulement. Il y a des gens qui ont déjà lu le code de la famille? Non. Il y a une personne, c'est un homme, hein? 2 personnes, c'est les 2 hommes. Je vous informe seulement pour affirmer ce que Mme Kuster a dit tantôt. Mais non, on passe. Qui a même déjà entendu que telle disposition, même si vous ne connaissez pas l'article, telle chose a changé dans le code de la famille, c'était comme ça, Nali Solo. Qui a déjà entendu Nali Solo? Non, mon athée, c'est notre mois, c'est pas encore fini. Ok. Vous voyez ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous voyez que quand j'ai demandé Nali Solo, il y a plus de mains que la lecture. Je n'ai eu aucune femme. Et nous, les activistes, peut-être qu'on est obligés de lire ça pour le travail que nous nous sommes donnés. Ça doit être clair parce que c'est par vocation que nous le faisons. Nous sacrifions beaucoup d'autres choses pour que nous puissions contribuer à créer un monde meilleur pour des personnes qui ne prennent pas conscience. Mais nous avons besoin que beaucoup plus de nous, femmes, jeunes femmes, prenions conscience. Donc, rajouter à s'informer, former, je vais vous dire que connaître ses droits, ce n'est pas un monopole des juristes. Quand on vous appelle citoyen, les civismes même, vous devez connaître quels sont les droits que vous avez, quels sont les devoirs que vous avez. Bazarali passe, les droits viennent avec les devoirs. Deuxièmement, le droit, ça se revendique. Maintenant, pour revendiquer, il faut connaître. C'est pas ça. Tout le monde parle de la loi sur les violences sexuelles ici. Qui a déjà lu ça? D'abord, on n'a pas une loi sur les violences sexuelles. C'est le code pénal. Il y a quelques dispositions du code pénal qui ont été révisées. Mais on appelle ça la loi sur la violence sexuelle. Bon, bref, on avance. Par les mains comme ça. Qui a déjà lu ça? Lu la loi. Hein? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça, c'est une bonne chose. On a 5 personnes qui ont lu. Nani ayoka li solo que loi violence sexuelle. Ou violet qui ba kokangae. Il y a li solo. To benga la police ba kangae kaka. Tout le monde, hein? Donc, vous voyez que nous-mêmes, nous avons un problème. Je vous recommande de lire, connaître vos droits et vos devoirs. C'est important. Parce que pour conclure, je vais vous dire, il n'y a pas une arme plus puissante que la connaissance. Je pense qu'on va prendre les questions parce qu'il faut libérer les grandes dames. Madame Ruth, on commence avec Madame Nora qui a une intervention. Je suis Madame Caroline Pindinora, je suis d'abord architecte de formation et je suis également activiste des droits humains, pas seulement des droits des femmes. Alors ce que je voulais dire ici, c'est parce que j'ai vu qu'il y a la présence de beaucoup de femmes politiques, n'est-ce pas, de députées nationales. Je voudrais faire une proposition. C'est vraiment le combat que j'allais porter si jamais j'étais passée, parce que j'ai postulé, je ne suis pas passée. C'est vraiment de faire de l'égalité de sexe un cours à part entière à l'école. C'est important qu'on apprenne aux enfants leurs droits déjà dès le bas âge. Parce que ça, c'est une faille de notre côté. Et c'est dans ce cours d'égalité de sexe qu'on va apprendre aux hommes, n'est-ce pas, masculinité positive, et aux femmes, leadership féminin et leurs droits, voilà, tout ça. Parce que je sais que quand on commence très tôt, n'est-ce pas, les enfants appréhendent mieux les choses.
Moi, j'ai ma petite fille, un jour, elle m'a vu jeter une peau de banane. J'ai mangé une banane, j'ai jeté par terre. Elle me dit, maman, le professeur a dit, on ne jette pas par terre, on met dans la poubelle. Vous imaginez à quel point les professeurs ont eu un impact psychologique ou psychique dans la tête des enfants. Donc, si on arrive vraiment à mener ce combat à bout, je pense qu'on n'aura plus ce problème de, voilà, les femmes ne connaissent pas leurs lois, leurs droits plutôt, les femmes ne connaissent pas ceci, parce que ça va commencer dès le début, dès le bas âge. Vraiment, je demande, j'ai vu honorable Mwabilou ici, j'ai vu beaucoup de députés, je leur demande de porter ce combat pour elles. J'aimerais vraiment, pour clôturer le mot de la fin, je vais le donner à notre secrétaire général de l'UNPC pour clôturer et puis pour nous dire d'aller en paix. Je voulais juste dire que je remercie Madame Grace avec son organisation Leadership de la femme des médias. Je pense que c'est un honneur pour nous de clôturer cette cérémonie qui a commencé depuis 14 heures, qui a démontré que pendant cette année, au cours de cette année 2024, nous célébrons pratiquement le 47e anniversaire de la déclaration de la journée mondiale des droits de la femme qui a été faite pour la première fois en 1977. Et en cette année, nous considérons qu'il y a eu tellement des avancées. Les femmes ont fait tellement de progrès ainsi que les filles. Et compte tenu de ces avancées, nous ne pourrons que dire merci et considérer que les femmes sont cette aide, entre guillemets, qu'a dit la Bible, égale à côté de la femme qui aide l'homme à avancer plus vite pour pouvoir atteindre ses objectifs dans ce monde et construire un monde meilleur. Au nom de l'Union nationale de la presse du Congo et en mon nom propre, je déclare clos les activités de cette journée. Merci.